Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Librée, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté, de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, de préparation à la naissance, d'allaitement, de conception et de postpartum. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux et bien sûr, le top du top, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Donc, bonjour Audrey. Bonjour. Je suis ravie que tu sois derrière le micro aujourd'hui pour nous parler de ta maternité, du chemin que tu as fait et surtout de ce parcours de maman, d'entrepreneuse et de l'alliance des deux. Puisque on en parlait à l'instant, c'est vraiment pas du tout quelque chose d'évident et aussi peut-être qu'on n'a pas reçu ça dans notre éducation. Il y avait comme un choix à faire entre on éduque notre enfant ou soit on reste à la maison, soit on est une chef d'entreprise. Mais allier les deux, c'est pas forcément quelque chose qui est évident. C'est sûr, surtout que moi dans mon parcours j'ai une maman chef d'entreprise, ce qui est assez original parce que c'est pas la majorité. Et c'était une maman qui a, je dirais, fait de son mieux jusqu'à une partie de mon enfance. Elle travaillait beaucoup, mais je peux pas dire que j'ai manqué spécialement. Et puis après, au décès de mon papa quand j'avais 11 ans, elle s'est consacrée quasiment full-time à son entreprise. Et là, c'est vrai que pour le coup, heureusement que j'avais des grands-parents qui assuraient grave. Ouais. Dans ton parcours de maman, est-ce que toi, tu avais envisagé un jour dans ta vie comment tu serais en tant que mère ? Est-ce que c'est une question que tu t'étais posée ou... Non, pas vraiment, parce que moi, je suis très connectée à l'instant présent. Disons que moi, la maternité, c'était pas du tout un sujet... Je savais par contre que je voulais des enfants. Ça, c'était sûr. Quand, je savais pas trop. Et moi, ma particularité, c'est que je suis passée, mais vraiment du jour au lendemain. Je me souviens exactement quand. D'ailleurs, je montais au ski. Je suis passée de « Oh là là, non, mais j'ai le temps d'avoir des enfants » à « Oh putain, je veux mon enfant et je le veux maintenant ». Livraison express, s'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît. Et en plus, moi, c'est intéressant parce que ça n'a fonctionné que 2 ans plus tard, après un parcours PMA d'ailleurs, pour mon premier. Ok. D'accord. Mais ce parcours a été hyper intéressant parce que c'est de là aussi que j'ai commencé mon introspection. Parce que je me suis dit, si ça marche pas, c'est qu'il y a un problème. Et donc, j'allais voir en moi alors, ça doit forcément venir de moi. Et puis, j'ai commencé un cheminement, on va dire. Et je suis passée de pleurer parce que j'arrivais pas à retrouver mes règles, après avoir arrêté la pilule, à pleurer parce que j'avais mes règles. Pendant 2 ans, c'était un peu... voilà. Et voilà, mais ça a été je remercie encore mon enfant, enfin l'âme de mon enfant d'avoir pris le temps nécessaire parce que je suis tombée enceinte exactement quand c'était le bon moment, après avoir nettoyé 2-3 trucs en moi. Ouais, ça, c'est vraiment quelque chose dont on parle très peu aujourd'hui, je trouve, sur ce ménage qu'on a à faire en nous, de tous les bagages qu'on va transmettre en devenant parents forcément à nos enfants. Donc tout ce qu'on peut faire en amont, c'est ça de gagner pour lui et pour nous aussi. Complètement. Et puis en plus, comme on a abouti sur une PMA, parce que pour la faire courte, on a découvert que c'était plutôt mon mari qui avait... Et je vais mettre des gros guillemets, vous pouvez pas le voir, mais je mets des guillemets, qui avait... j'aime pas dire le mot problème parce que vous allez voir la suite de l'histoire, au final pas vraiment, mais en tout cas ce qui devait peut-être poser problème c'était plutôt côté mon mari. Et du coup quand on s'est engagé dans la PMA, par contre moi je l'ai pas, enfin j'étais en mode c'était pas ok de me piquer le ventre, tout ça, c'était vraiment très très loin, surtout qu'à cette période j'étais à fond dans le 100% naturel, 100%, je me mets plus de trucs chimiques dans moi, tout ça. Mais bon, l'envie de cet enfant dépassait tout. Et du coup, on est parti sur quand même ce parcours et j'ai dit à mon mari, en fait si ça marche pas du premier coup, je suis pas sûre de continuer. L'âme de mon enfant a entendu, il s'est dit oh merde, là je l'ai fait patienter pendant 2 ans, il va peut-être pas que je fasse trop le jouer au con là. Et du coup, ça a marché tout de suite. Ok, super. Ouais. Ah, c'est chouette. Et du coup, qu'est-ce que ça a impulsé après dans ta grossesse ?
Est-ce que tu as fait une préparation particulière? Oui. Est-ce que tu étais dans une intention t'étais déjà dans un chemin d'accouchement d'une manière ou d'une autre? Est-ce que c'est des questions que tu t'étais posées? Alors, moi, comme tout un peu dans ma vie, je suis très dans l'expérience et quand même connectée à l'instant. Donc, très spontanément, je suis allée vers un sage-femme, parce que du coup, c'était un homme, qui proposait justement des cours pour accompagner l'accouchement physiologique. C'est la première fois que j'entendais parler de ça. Moi, j'étais pas du tout connectée à tout ça. Tout ce que je savais, c'est que je voulais faire quelque chose en connexion avec mon bébé. Parce que j'étais très connectée à Théo. Théo, j'étais beaucoup... j'étais très connectée à lui d'un point de vue... spirituel, je dirais. Il m'a donné son prénom, enfin voilà, il y avait pas mal de choses comme ça. Et j'étais en mode, c'est évident que je veux un accompagnement comme ça. Par contre, j'écartais pas le fait d'avoir quand même un accompagnement médicalisé s'il y avait besoin. Et puis, mon mari étant né à la Croix-Rousse, à Lyon, il a dit « Ah, ce serait trop cool que mon fils aussi, machin ». Et j'étais, moi, je m'en foutais en fait du lieu. Du coup, j'ai dit « Ok », donc on est parti plutôt sur un hôpital niveau 3, hein, c'est ça? C'est ça, oui. Mieux les termes techniques. Mais par contre, j'ai fait vraiment tout le parcours d'accompagnement pour accoucher le plus physiologiquement possible. Mais ce que j'aimais avec Morgan Stockman, il s'appelle, c'est qu'il laissait toujours la possibilité, il expliquait tout et il disait à tout moment, si vous basculez dans la souffrance, on n'écartait pas la péridurale, on n'a jamais écarté quoi que ce soit. C'était vraiment se sentir et comprendre ce qui se passe aussi. Moi, ce que j'ai aimé, il parlait de marathon 1, marathon 2, j'ai les termes et tout. Et vraiment, j'ai compris en fait ce qui était en train de se passer. Et je trouve que c'est merveilleux. Et moi, je me dis... de comprendre les différentes étapes pour quand on est dedans, se dire « Ah oui, là, peut-être que j'en suis à peu près là. C'est pour ça que c'est un petit peu plus difficile. » ou oui. Mais complètement. Une maîtrise, la connaissance, elle nous donne ce pouvoir, redonne un peu de... Puis moi, c'était pas du tout un sujet qu'on abordait chez moi, quoi. Moi, j'ai mis déjà 2 semaines à dire à ma mère que j'avais mes règles, et encore, je les avais eues en Grèce en voyage scolaire, quoi. C'est pour dire à quel point on n'abordait pas du tout ce sujet. Tout ce que je savais, c'est que ma mère avait beaucoup souffert pour moi parce que la péridurale n'avait pas marché. Elle m'avait répété à quel point ça avait été horrible sans péridurale. Et moi qui disais, je veux essayer sans péridurale. Comme quoi. Et voilà, et en fait, le jour J, où j'ai une petite anecdote drôle d'ailleurs, donc j'ai perdu les os 15 jours avant le terme, ça va, pas... Mais moi j'étais vraiment, le jour J, j'avais un ami argentin qui était à la maison, on était allés se promener pendant 2 heures dans Dardy, machin, on avait fait notre truc. Et puis à minuit, je me lève pour faire pipi, parce qu'on sait à quel point... fin de grossesse, voilà. Ça appuie. Et en fait, j'ai perdu les os et mon mari était en train de jouer à un jeu vidéo avec son casque. Je suis descendue et je lui ai dit Lou, ça y est, j'ai perdu les os. Et il me regarde, il enlève son casque, il me dit quoi? Mais tu m'as dit que c'était dans 15 jours. Je dis ah non, c'est maintenant. Et là, il me dit ah, mais je suis pas prêt. Ah, pas du tout. Il me dit non, c'est pas possible. Je dis bah si. Et puis en fait on est parti. Cette partie-là était très drôle. Après c'était un peu moins drôle parce que ça, j'ai eu les fausses contractions, vous savez, les trucs de Braxton là, je crois qu'on dit Braxtonisme, c'est ça. Un truc comme ça. Et en fait, entre le moment où j'ai perdu les os et la phase d'accouchement, il s'est écoulé 34 heures quand même. Donc en fait j'ai vraiment pendant 25 heures j'ai fait avec on and off parce que c'était pas des contractions tout le temps. Puis au début, elles n'étaient pas très douloureuses. Mais en fait, je me suis épuisée pendant 25 heures. Pourtant, j'ai bien fait les sons, les boas, tu as utilisé tous les outils à ta disposition. Le ballon, les sangles, les points d'acupression par Arnaud, du massage. Enfin, vraiment, on avait amené tout notre matériel. Mais Théo, au bout de 25 heures, ça y est, je commençais à basculer dans l'épuisement, dans la souffrance. Et il y a eu un moment où, quand on m'a dit, je sais plus, je crois que j'étais à 5. Ça, c'est 5. Ce qui ne veut rien dire, oui, je redis ici. Mais quand même, c'était mon premier. C'est désespérant, et j'étais déjà à 25 heures, et là, j'ai fait. Je suis à la moitié du chemin. Je peux pas, quoi. Enfin, là, Et en fait, c'est là. Et d'ailleurs, je remercie encore ma sœur qui m'a dit, parce qu'elle me connaît bien, et quand je lui ai dit, ça y est, Estelle, parce qu'on était ensemble pour nos 2 enfants. Et Estelle, machin, et elle m'a dit Audrey, n'oublie pas, c'est pas une compétition.
C'est pas, ne pousse pas. Le but, c'est que tu te sens bien avec ton enfant, parce que moi, je suis très, surtout de moins en moins, mais dans une grosse période de ma vie, j'étais très dans le challenge, dans se pousser à bout et tout. Et en fait, il y a un moment, je me suis souvenue de sa phrase et j'ai dit, mais oui, en fait, là, t'es crevée, meuf. Donc, et j'ai pris la péridurale et ça a encore duré 9 heures après ça. Et voilà. Mais par contre, je dosais très peu. Donc j'ai quand même senti ce qui se passait. J'ai quand même senti. Mais par contre, je pourrais faire la transition après avec mon deuxième accouchement qui était très très différent. Et pour le coup, j'ai senti. Mais quand j'ai vu ce que c'était de sentir sans péridurale, j'ai quand même pas tout senti. Mais c'est intéressant d'avoir vécu les deux. Oui, ouais. C'est génial. Enfin, dans l'expérience du corps, aussi peut-être dans l'après. Est-ce que tu as observé des différences dans ta récupération? Bon, après, peut-être le deuxième, c'est plus rapide, donc... Alors, pour le premier, déjà, la grande différence, c'est que j'avais perdu complètement la sensation de ma jambe gauche. Vraiment, ma jambe gauche était inutilisable. Avec la péridurale? Ouais. Et ça a duré vraiment plusieurs heures. J'ai fini par devoir rentrer parce qu'ils nous ont laissé longtemps en salle d'accouchement avec Théo, qui allait bien, qui était blond à la naissance. Mais blond. Ce qui est assez rare. Et en fait, ils m'ont raccompagnée en fauteuil roulant, parce que je pouvais pas marcher, quoi. Et voilà. Mais après... J'ai fait aussi les cours de rééducation post-partum, toujours avec Morgan Stockman. C'était super bien, il m'a appris l'hypoprestive, tous des trucs que je soupçonnais même pas. Au niveau de la rééducation du périnée, tout ça. Ouais. Et en fait, ça a été super parce que moi je recommande à tout le monde de faire cette... ça s'arrête pas à l'accouchement. Hein. Ah non, c'est pour toute la vie. Et d'ailleurs, j'en profite, tu parles de la rééducation du périnée, elle est aussi hyper importante, même quand tu as eu une césarienne. Et souvent, malheureusement, il y a des femmes qui ne font pas cette rééducation parce qu'elles se disent il n'y a pas eu le passage, mais le bébé, il a quand même pesé énormément sur le périnée. Et du coup, il y a vraiment... C'est pour toute la vie, en fait, le PF. Complètement. Et c'est vrai que moi, pour le coup, j'ai vraiment été assidue dans les exercices. J'ai vraiment joué le jeu, je les ai vraiment faits. Puis en plus, pour Théo, j'étais en congé maternité, un vrai, dans le sens... Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Parce que après, je suis devenue entrepreneur. Donc, et puis, le deuxième a été en plein Covid. Donc finalement, j'ai eu du temps chez moi. Mais... Du coup, le premier, j'ai vraiment fait les exercices, je suis allée avec lui, je suis allée sans lui aussi des fois, parce que, mine de rien, c'est pas si évident, parce que moi, le premier est très, très speed, donc voilà. Mais vraiment, c'était une étape sine qua non. Et moi, je vois, il y a une grosse différence, je trouve, entre notre génération et la génération de nos parents. Parce que j'en ai parlé avec ma mère, avec mes tantes et tout, et vraiment... J'aurais dit, mais vous n'avez pas fait de rééducation? Ah bah non, pas du tout. Et moi, je sais que j'ai une tante qui a dû se faire opérer parce que elle avait des fuites très tôt, en fait, dans sa vie. Et parce que, en fait, on n'en parlait pas, quoi, de tout ça. Ouais, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des super publicités à la télé pour les couches. Non, mais genre, on dit pas aux femmes, faites de la rééducation périnéale, mais par contre, on fait de la publicité et portez des couches, mesdames, c'est magique. Non, mais franchement, la blague. C'est ça. C'est le problème de notre société globalement curative et pas préventive, quoi. C'est ça. Avec ce terme en passant dans la prévention pour à peu près tout dans notre vie, ça change la vie, en fait. Voilà, tout simplement. Et après, donc tu disais que tu as fait, t'es devenue entrepreneuse après la naissance de ton premier enfant. Oui. Et ça, c'était comment pour toi? Ça s'est fait, il avait quel âge? Est-ce que c'était un projet que tu avais déjà un peu en tête, qui était déjà un peu impulsé? Comment tu... Ouais, alors je dirais que moi j'avais pas du tout prévu que ça se passe à ce moment-là. J'étais quand même, j'ai toujours eu une âme d'entrepreneur. J'ai fait une école de commerce avec une spécialité développer, entreprendre. Donc c'est bien que j'étais quand même très câblée pour ça. Je voulais monter une société à la sortie de mes études, mais j'ai eu l'opportunité de travailler dans la boîte familiale. Donc j'étais responsable marketing, communication et du développement international de Dermscan, qui était donc la société montée par ma maman, mon papa, et puis après gérée par uniquement ma maman. Et donc
ça faisait 5 ans que j'y travaillais, je sentais là dans les 2 ans de préparation à Théo que je me détachais progressivement du sens en fait que j'avais dans ce que je faisais, parce qu'en soi ce que je faisais était passionnant. Enfin, je veux dire, en plus il y avait des filiales en Pologne, Thaïlande, Tunisie, île Maurice. J'étais en coordination de ces filiales aussi sur l'aspect sur lequel je travaillais. C'était vraiment très passionnant, mais en même temps, c'était dans le domaine des tests de produits cosmétiques et pharmaceutiques. Et en fait, moi, la cosmétique, en fait, je m'en fous, quoi. Donc, clairement, moi, j'étais plutôt sur assumer qui on est, sans cacher, etc. Je dis pas que, voilà, je me maquille de temps en temps un petit peu comme ça, des petites touches. Bref, tout ça pour dire que je sentais que j'étais en train de me détacher de là, mais j'avais pas, j'étais en congé maternité, j'avais pas pour projet de ne jamais revenir, en fait. Et en fait, la particularité, c'est que du coup, j'ai été avec mon bébé pendant 3 mois dans un, entre guillemets, connecté au vide. C'est-à-dire que je n'avais, et je mets des gros guillemets là encore, que mon bébé à m'occuper et moi-même. Ça m'était pas arrivé de me poser comme ça de toute ma vie, je crois. Et du coup, comme par hasard, quand on se connecte au vide, on laisse de la place à ce qui a besoin d'émerger. Et très rapidement, donc Théo est né en novembre 2017. Et en fait, fin janvier 2018, j'annonçais à ma mère que je ne revenais pas. Ok, ouais. Juillet 2018, 6 mois plus tard, j'avais les clés de l'outil. Le lieu dans lequel nous sommes pour enregistrer ce podcast, qui est donc un centre en plein cœur de Lyon où on accueille des ateliers, des conférences, des formations aussi bien sur les sujets du développement personnel, créativité, bien-être, spiritualité, mais aussi ouvert aux entreprises autour de la qualité de vie au travail, des séminaires, tout ça, et où je fais maintenant mes propres accompagnements. Laure, mon associée de cœur, s'occupe de tout ce qui est aussi accompagnement créatif autour de ces outils d'art-thérapie et son DU en qualité de vie au travail. Et du coup, à l'époque, c'était pas tout à fait pensé comme ça, mais il y a eu, je me souviendrai toujours, j'étais au petit déjeuner un matin et j'ai eu une vision où je me suis vue en fait... je me voyais faire des conférences et travailler sur mon bonheur, en gros. Basta, mais c'était dans mon corps tellement intense. J'ai regardé mon mari, je fais oh putain, je vais pas retourner en fait travailler là où je travaillais. Et de là en fait, ça s'est déroulé mais de façon la plus fluide et naturelle. Moi j'étais en train de donner le sein à mon petit et je faisais un business plan. Normal. Tu vois, tout va bien. Un business plan qui a eu 3-4 versions comme tout business plan. J'ai eu 2 associés qui se sont ralliés au projet très rapidement dans les prestataires que je contactais, parce qu'au début ça devait être que en ligne, je ne devais pas avoir de lieu, je le fais très court parce que c'est pas le sujet du jour, mais c'était un site internet au départ pour faire vivre des expériences cadeaux personnalisées aux gens, puis ça a bien évolué. J'ai eu 2 associés, et puis en fait j'ai trouvé des banques, et puis j'ai même, avant la banque, j'ai même fait démarrer les travaux du lieu, parce que ça s'est transformé en lieu, alors que j'avais pas la validation finale de la banque. C'était un truc de fou, mais j'étais tellement convaincue, persuadée, je pense que dans l'univers on était plusieurs à m'aider là-haut, parce que c'est pas possible ce truc, que en fait, et en septembre, après les travaux, on a ouvert quoi. Voilà, donc ton fils il a même pas 1 an. Non. Ok. Et en fait, j'avais l'impression d'être à la cool, mais vraiment, j'avais l'impression que j'étais dans un rythme hyper léger, quoi. Et ce qui était le cas, je le vivais vraiment comme ça. Et après, les emmerdes ont commencé. Et là, je vais parler aussi de mes erreurs en tant que maman. Parce que forcément, on ouvre un lieu, en plus à Lyon, parce que ouvrir un lieu, ça veut dire avoir un loyer à payer. Le loyer, quoi qu'il arrive, il tombe, qu'on ait des clients ou pas au début. Et c'est vrai qu'il a fallu se lancer dans un domaine qui était assez novateur, parce qu'au début, le business model, c'était vraiment comme une salle de sport, mais pour faire des activités pour son bien-être. Son bien-être, son développement personnel. Et il n'y a pas tant de gens que ça qui étaient prêts à s'abonner pour leur bien-être. Déjà, quand on s'abonne à une salle de sport, on sait très bien que le business model des salles de sport se tient par ceux qui ne viennent pas, qui ont l'intention d'eux mais qui ne viennent pas, pour un truc aussi factuel de, en fait, t'as besoin, si tu veux perdre du poids ou te muscler, c'est logique. Et là, on arrivait dans un espace où en fait le concept c'était de mettre des sous pour son bien-être, son équilibre, etc. Et en fait, le format de départ n'a pas du tout fonctionné.
Donc on était en train au bout de 6 mois de bien couler. Et du coup, j'ai pour la faire très courte, mais le premier associé est parti parce que il avait ses raisons et voilà. Et du coup, progressivement, la deuxième associée, donc le premier au bout de 6 mois, la deuxième au bout de 9 mois, je crois, a dit mais en fait, parce que moi j'étais en train de refaire business model, de trouver d'autres méthodes pour perdurer, pour continuer. Et puis ça lui correspondait plus. Et du coup, la vie me montrait, en fait, non, mais c'est ton projet, tu vas faire ça toi, quoi. Et en fait, ça a été dur parce que du coup, être maman en même temps que devoir relever un bateau qui est en train de couler, j'ai fait beaucoup. J'avais aussi la croyance qu'il fallait travailler dur pour y arriver. Et du coup, j'ai fait beaucoup d'heures dans ma société alors que mon petit était très petit. Heureusement, il a un papa. Et ça aussi, c'est très très important, moi, dans mon parcours, c'est que mon mari, il vit une paternité vraiment à fond. Autant il n'était pas très à fond pendant ma grossesse, clairement c'était très abstrait, mais par contre là, il était vraiment à fond. Et en fait, donc Arnaud, il a été vraiment présent à tes côtés. Est-ce que lui aussi, à ce moment-là, il travaillait, il était Oui, il travaillait. Après, Arnaud, c'est pas quelqu'un qui est forcément passionné par son travail, donc il arrivait en fait à faire ses heures qu'il devait faire normalement, mais et c'était très important pour lui de consacrer du temps à son fils. Et c'est vrai que j'ai eu cette chance d'avoir quelqu'un qui était très présent, parce que sinon clairement j'aurais pas pu allier les deux. Je faisais vraiment tout toute seule. Donc quand on a un lieu, il s'agit aussi, quand il y a des événements le soir, de ranger, de faire la vaisselle, de préparer pour le lendemain où les choses recommençaient vers 9h. Des fois ça m'arrivait de partir vers minuit, 1h du matin, et parfois, alors minuit c'est un peu exceptionnel, mais bon, 22h au moins deux soirs dans la semaine, quoi. Donc et puis les autres soirs n'étaient pas forcément très tôt non plus. Donc c'est vrai qu'il y a eu un temps où j'étais mal, peu importe où j'étais. C'est-à-dire que quand je restais tard le soir chez l'outil, je culpabilisais de ne pas être avec mon fils, et quand j'étais avec mon fils, je culpabilisais de ne pas être chez l'outil. Donc, il n'y avait pas de bonne solution, et c'est vrai que j'ai fait mes erreurs à ce moment-là, parce que il y a eu un moment, même mon corps, de temps en temps, m'envoyait des décharges au niveau de mes trapèzes, ce qui est dans mon corps mon signe de maintenant tu fermes tout ce que tu fais et tu rentres. Et j'avais encore une fois cette croyance que oui, mais si je rentre et que je travaille pas, ça va s'effondrer en fait. Alors que je suis pas certaine aujourd'hui avec le recul que il y a eu aussi, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait ce que je devais faire, et mine de rien je suis toujours là, donc mine de rien ça a quand même porté ses fruits, mais j'aurais pu être beaucoup plus douce avant tout avec moi-même, et du coup en conséquence être un peu plus présente avec mon fils. Et je dirais que d'une certaine manière ce qui a permis aussi de calmer aussi ce rythme, parce que mine de rien la bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que même si ça n'a pas été évident, j'ai pu remonter le bateau, et ça c'est une bonne nouvelle. Cool. Et voilà. Et du coup, je me suis retrouvée finalement entre septembre 2019 et mars 2020 avec un rythme qui commençait à être quand même plus, on va dire, normal, même si j'étais quand même assez intense, mais voilà, quand même un peu plus doux. Et puis il se trouve que je suis tombée enceinte du deuxième, alors qu'on pensait que ça ne marchait pas. Donc, et puis évidemment en plus entre les deux j'ai fait une fausse couche pendant mes vacances, parce que je prenais bien sûr que très peu de vacances à ce moment-là, et du coup c'est très symbolique que ça se soit passé en van dans les Pyrénées au milieu d'un pré avec des vaches, où je me suis retrouvée à 2h du premier hôpital. Enfin voilà, c'était particulier. Et en fait, dans cette phase de transition de vie, où je remercie aussi cette petite âme qui est passée sur mon chemin, parce qu'elle m'a été... Vraiment, je suis très très légère vis-à-vis de ça, parce que j'ai très vite compris en fait ce qu'elle faisait là dans ma vie. Et je veux dire, j'ai pas eu le temps, j'étais même pas consciente que j'étais enceinte, donc il n'y a pas eu de deuil en tant que tel, dans le sens où ce qu'elle m'a surtout amené, c'est en fait, ça peut marcher naturellement, et ça fonctionne. Et ça fonctionne, et je t'amène une transition aussi dans ta vie, et j'ai eu beaucoup de gratitude pour son passage. Et d'ailleurs, j'ai fait parce que je suis tombée enceinte finalement de Noah, le deuxième, j'ai fait cette fausse couche en juillet 2019, et du coup j'ai dû tomber enceinte du coup en septembre
2019, septembre-octobre. Et non, novembre, enfin bref, dans ces eaux-là. Vu qu'il est né en juillet, et quasiment jour pour jour, 1 an après la fausse couche. Il est né le 29, la fausse couche c'était le 30. C'est incroyable. C'est symboliquement, on est bien. Et en fait, c'est marrant parce que l'âme de ce bébé que j'ai perdu, je savais pas sur le moment, mais je sentais que j'avais quelque chose qui m'empêchait de correctement, et je dis correctement dans mon référentiel, me connecter à mon bébé, mon deuxième bébé. Et quelque chose en fait qui était toujours... Enfin, je savais pas ce que c'était, et j'ai fait un soin énergétique avec Claire-Jeanne de LEHNZ, qui m'a vraiment vraiment aidée parce qu'elle m'a fait prendre conscience, parce qu'elle communique avec les bébés âmes, et qu'en fait l'âme de l'autre bébé était toujours là, et donc on l'a accompagnée à vraiment partir. Enfin, c'était un truc de malade, hein. Moi j'étais pas du tout au fait de tout ce truc là, et vraiment je l'ai vu partir. J'ai mon père qui arrivait, mon père décédé, qui arrivait l'été. Enfin, c'était irréel ce qui s'était passé. N'empêche que tout ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, après ça, j'ai créé une vraie connexion avec Noah, et ma grossesse avec Noah était très très douce, très très douce. En plus, il y a eu ce fameux confinement en mars, où quand on a un lieu, parce que le 14 mars, jusqu'à l'annonce du confinement, j'y croyais pas. Moi, je disais, jamais de la vie. Enfin, on va faire quoi, confiner? Ouais, non, j'y croyais pas du tout. Et quand j'ai eu un moment de grosse émotion, ça allait pas du tout quand j'ai dû fermer. Et puis, au final, ça m'a permis aussi de vivre du coup une grossesse chez moi, tranquille, avec mon premier enfant avec qui j'ai passé beaucoup de temps. J'étais vraiment dans une douceur, et j'ai eu beaucoup de libération, mais dans la douceur en moi en fait, pendant cette grossesse. Pareil, grosse connexion. Il m'a donné son prénom aussi comme le frère. Et là, de nouveau, évidemment, j'ai suivi de nouveau un parcours d'accompagnement pour accoucher physiologiquement de nouveau, parce que ce que j'ai été étonnée, c'est que j'avais oublié plein de trucs. C'est fou, hein. Ouais. Quand on est enceinte, on oublie. Mais grave. C'est incroyable ce que tu dis, parce que dis-toi que moi j'ai accouché 2 fois physiologiquement, ouais. J'ai fait 2 fois les parcours, plus après au niveau pro parce que ça m'intéresse, et que là je m'apprête de nouveau à refaire une formation d'accouchement, une repiqûre de rappel, accouchement physiologique, parce que je me rends compte que j'ai oublié plein de choses. Je pense quand on est enceinte, il y a plein de choses qui nous passent, quoi. Ouais. Puis on pratique pas. Oui. Tant qu'on pratique pas, je veux dire, c'est comme un sport. On va se souvenir un peu dans l'instant, mais si on le pratique pas, on perd les réflexes, on perd. Je veux dire, c'est comme tout protocole entre guillemets. Et c'était quel type d'accompagnement précisément que toi t'as fait? En fait, avec la même personne. J'étais vraiment. Par contre, comme c'était un peu confinement, il y en a une partie en visio. Donc là, j'étais un peu frustrée, j'avoue que. C'était plutôt des choses. On vous rappelait l'accouchement physiologique, les différentes étapes, ou est-ce qu'il y avait aussi une préparation physique, des méditations, des choses? Il y avait assez peu de méditation. Alors du chant, on en a fait notamment avec les sons boa. Ok. Non, c'était plus, on va dire, technique physio. Ok. Parce que tout ce qui est méditation, tout ça, je me débrouille assez bien avec tout ce que. Oui, toi, ton bagage. Voilà, je le fais naturellement moi-même, ou avec mes petites habitudes aussi. Donc ça, je me sentais pas dans le besoin vis-à-vis de ça. Et puis plus j'avance en plus dans mon parcours, plus j'ai des connexions très intuitives avec d'autres plans, je dirais. Donc ça m'a vachement. Et d'ailleurs je vais en parler parce que j'ai eu un moment avec ça. Et du coup non, c'était plus pour vraiment me rappeler concrètement aussi des positions, des choses pour soulager, le ballon, pousser correctement aussi. Oui. Enfin voilà, c'est pas du tout. Si intuitif que ça, même si après j'ai compris vite que le corps il avait quand même œuvré. Il y a eu un moment où elle a poussé, j'ai pas fait grand chose. Ouais, quand il n'y a pas de péridurale, c'est pas toi qui décide. Non, du tout. On va pas te dire tu pousses comme ci, comme ça. Ton corps il le fait. Pas du tout. C'est un réflexe. Complètement. Et du coup, pendant ce parcours vraiment en douceur, j'ai été beaucoup, parce qu'il faisait très chaud pendant cet été-là, et on avait gonflé une petite piscine, donc j'avais l'impression, j'avais pris pas mal de poids en plus pour Noah, et je faisais vraiment la baleine qui flottait dans sa piscine avec les pieds sur des frites, quoi. Et Noah, pour le coup, lui, il est arrivé vraiment quasiment à terme. J'avais bon espoir qu'il fasse comme son frère, mais pas du tout. Il était bien au chaud. Il était très bien, ouais. Et lui, par contre, j'ai perdu les os aussi. Moi, j'ai eu 2. Et par contre, pour l'anecdote quand même, je dormais très très mal sur la fin avec Noah. Et à
vers 3h du matin, à un moment, je me réveille encore une fois. Et là, je lui demande, mais quand est-ce que t'arrives ? Et là, j'entends dans ma tête, c'est en cours. Et là, d'un coup, ma poche des os explose. Et j'ai tellement flippé, parce que c'était tellement flippant ce qui m'arrivait, j'ai hurlé, j'ai sauté du lit, et là mon mari, quoi, qu'est-ce qu'il y a Et j'ai dit, c'est pas possible ce qui vient de se passer, quoi. Et vraiment, je n'y croyais pas. Et voilà. Et ça met la chair de poule, ce que tu racontes. C'était comme ça, et du coup, là, pour le coup, en plus, ça tombait bien parce que mon Théo à ce moment-là, il était gardé chez ses grands-parents. On avait peut-être un peu anticipé les choses, on était vraiment sur les derniers jours. Et du coup, là j'étais vraiment détendue, j'étais pas du tout stressée. Mon mari, cette fois-ci, je lui ai dit, tu prends quand même un t-shirt et un caleçon cette fois-ci-là, parce que la dernière était vraiment partie à l'arrache. Et en fait, vraiment j'étais détendue. Je suis arrivée vers 5h du matin alors même maternité, donc niveau 3, la Croix-Rousse. Pareil, j'ai dit, Arnaud, tu m'amènes tout mon matos là. Et du coup, ils t'ont mis dans une salle classique ? Oui. Ok. Et t'as été au niveau de l'accueil et tout, ils t'ont laissé faire, comment tu... Alors, en fait, moi, j'ai pas vraiment demandé... T'as pas fait de projet de naissance particulier ? En fait, si, je leur ai dit, écoutez, moi, j'aimerais accoucher sans péridurale. Ok. Ne me proposez pas la péridurale si moi, je la demande pas. Parce que c'est quand même tentant. Ouais, c'est clair. Voilà. Je leur ai dit, c'est moi qui décide, donc je vous demande juste ça. Et voilà, et après, en fait, j'étais pas mal sur le ballon. Je sais qu'il y avait des positions où ça me soulageait. Et il y a eu des moments, alors pour Noah, parce que du coup, c'était le deuxième, j'étais mieux préparée, puis j'ai aussi fait un gros cheminement intérieur, donc ça aide vachement. Enfin, moi, je me connais aussi mieux. Et du coup, pendant les moments des contractions, il y a eu certaines contractions, en fait, où j'avais le monitoring. C'est pour ça que je peux en parler, parce que j'ai preuve scientifique à l'appui. Il y a eu... Donc, j'étais quand même dilatée à 6, ce qui est quand même... Enfin, chaque cas est unique, mais bon, ça commençait à être des douleurs quand même bien intenses. Et il y a eu un moment où j'étais en méditation ultra profonde, mais vraiment connectée. J'étais pas où j'étais, mais j'étais pas là. Et j'étais tellement dans cette connexion qu'il y a eu 3 contractions qui sont passées au monito où j'étais tellement pas là que je n'ai fait aucun bruit en fait. J'étais dans une paix intérieure totale. Et mon mari, il me dit, mais ça va, il y a eu 3 contractions quand même. Je dis, ah bon ? Et c'était dingue parce que oui, je ressentais quand même, mais il y avait tellement une espèce de truc qui était en train de se passer en moi que c'était ok. Et que ça se passait en fait. J'étais pas dans la lutte, j'étais pas dans la résistance, j'étais dans l'accueil, j'étais vraiment en connexion avec limite des anges, je ne sais trop quoi. Enfin bref, en tout cas, ça c'était très lumineux en moi. Ça m'aidait en tout cas d'être comme dans cette position-là, on va dire. Et puis, finalement, la dilatation a switché pratiquement de 6 à 8, 9, mais en 30 minutes. Et là, par contre, j'ai commencé à hurler comme un veau, hein, clairement. Parce qu'il y a eu un moment où la connexion, machin, que les petits oiseaux, je l'ai perdue. Le branchement, c'est défait. J'étais là, oh merde, ça ne fonctionne plus. Et vraiment, je me suis mise, en fait, en gros, à être... C'est pour ça que les sages-femmes, elles n'ont pas trop compris, parce qu'elles sont parties, en fait. Et je suis pas... C'était très calme, en fait. C'était très doux. D'un coup, un veau qui se met à hurler. Et là, ils sont revenus, ils me disent, mais qu'est-ce qui vous arrive ? Et c'est là qu'ils m'ont dit, vous voulez qu'on vous réexamine et tout, parce que... En gros, il y a 5 minutes, tout allait bien, là, qu'est-ce qui vous arrive ? Et là, ils ont vu qu'en fait, il y avait vraiment... On était en fin de parcours, et même eux, ils comprenaient pas trop. Ils avaient pas eu le temps de me mettre le cathéter, ils ont essayé de me piquer, on m'a piqué 5 fois, hein, ça n'a toujours pas marché. Ils ont fini par me le mettre après avoir accouché, hein, juste parce que ça n'allait pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vraiment à un moment donné, j'ai dit à Arnaud, ça pousse. J'ai dit comme ça pousse. Mais vraiment. Et on était tous les deux tout seuls dans la chambre en fait. Et j'étais couchée sur le côté et vraiment j'ai une image, je vomissais des cris. Et je lui ai demandé vraiment de me donner un truc pour vomir parce que je me dis ça y est, voilà. Et en fait, il m'a donné un truc, mais c'était des cris qui sortaient, c'est tout. Et vraiment, là, du coup, Arnaud, qui savait pas trop quoi faire, a commencé à naturellement me tenir une jambe en l'air et l'autre, j'étais sur le côté dans le lit. Enfin, je me suis mis dans la position que mon corps voulait en fait.
Et là, de l'autre main, il appuyait sur le bouton urgence, que quelqu'un vienne, quoi. Parce que vraiment, j'étais en train d'accoucher toute seule, en fait. Mais j'étais pas paniquée du tout, hein, juste je lui disais ça pousse. Et là, il y a, je sais plus, 4-5 sages-femmes qui sont arrivées avec le. Puis j'ai toujours pas le cathéter, donc ça les paniquait un peu de leur côté. Ils ont quand même essayé de me piquer pendant que j'étais en train d'accoucher, hein, donc à un moment j'ai dit. Bon, après j'étais plus à ça après, hein, parce que je sentais plus grand chose. Et en fait. Vraiment, il y a eu un moment où la grande différence que je vois, c'est que quand j'avais la péridurale pour Théo, c'était la sage-femme qui me disait quand est-ce qu'il fallait que je pousse. Et là, sur celle-là, à un moment, elle a essayé de me le dire. Et là, j'ai dit non, pas maintenant. Vraiment avec ce truc de. C'est qui le passe. Ouais, non mais c'était pas possible. Et je disais, et là. Vraiment, limite, j'avais envie de les engueuler parce que c'était mon corps, je savais. Et là, d'un coup, je disais maintenant. Et là, ça me poussait. Et vraiment, quand je dis, vraiment, je peux pas le dire autrement, ça poussait. Ah oui, bah c'est ça. Hein. Vraiment, c'est un réflexe. C'est quelque chose de réflexe. Donc, tu ne peux pas aller à l'encontre de ça. Ouais. On peut pas te dire arrête. Juste l'accompagner. Ouais, bah oui. C'est ça. Tu peux pas retenir en fait. Ce qui se passait. Et en fait. Au final, très rapidement, parce qu'on était à 5h, à 8h, des bananes, 8h30, je poussais, à 9h14, je crois, il est né à 9h14, quoi. Donc, voilà, et en fait, je me souviendrai, parce que moi, je m'étais pas vraiment documentée ou quoi que ce soit par rapport à comment il fonctionne, et la sage-femme, la première chose qu'elle m'a dit, elle me dit, dites donc, chapeau à vous trois, parce que nous, on n'a pas fait grand-chose, hein. Et c'est rigolo, moi je dis quand même si vous étiez là et tout. Elle me dit non, je vous assure, on n'a pas fait grand chose. Et au début j'avais pas trop compris ce qu'elle me disait, et puis au final voilà, puis j'ai eu mon petit Noah, et puis voilà, puis j'ai vu sa petite bouille, et la première chose que j'ai dit je t'aime. Voilà, c'était là quoi. Et pour le coup, la différence avec l'accouchement de Théo, à qui j'ai dit je t'aime très fort aussi, hein, je le précise si un jour il écoute. Et la grosse différence, c'était aussi que déjà mon corps, comme j'avais tout senti, j'ai senti qu'il se remettait quand même plus vite. Et on m'a demandé même si je voulais un Doliprane, je n'ai même pas pris un Doliprane, quoi. J'en ai pas ressenti le besoin en fait. Et j'ai senti que voilà, mon corps il se remettait, il avait fait son taf. Bon, bien sûr j'étais épuisée quand même, on va pas non plus. Mais ça allait. Puis du coup on est restés très cocoonés tous les trois parce que c'était la période de confinement, on pouvait recevoir quasiment personne. Et voilà. Et j'ai fait pareil la rééducation du périnée après. Est-ce qu'il y a quelque chose auquel tu as connecté plus pour ce deuxième accouchement? Est-ce que tu as senti en toi, au niveau de ton corps, au niveau de ta puissance intérieure, qu'il y a des choses qui sont venues se débloquer? Même après, là tu parles de rééducation du périnée. Est-ce que tu as senti aussi après dans ta sexualité qu'il y a eu des choses qui se sont modifiées? Oui, complètement. C'est marrant que tu parles de ça. Alors déjà, je compare ce que j'ai vécu. Pour Théo, moi, ma sexualité, ça a été difficile d'y revenir au début parce que j'avais vraiment cette sensation de la dernière chose qui est passée par là, c'était mon enfant. Et j'avais vraiment un côté, comme si je redoutais de nouveau voilà, c'est un rapport en fait qui, du coup, je sais pas comment dire, j'ai que des images dans ma tête, mais en gros c'était plus difficile. Enfin voilà, c'était il y avait comme un peu un blocage en moi. Ça a été plus dur, alors que la sexualité suite à Noah, elle était beaucoup plus légère, vas-y, on y va. Enfin, j'ai pris le temps parce que moi j'ai bien forcé, j'avais vraiment besoin de me réapproprier vraiment mon corps. Puis de sentir de nouveau le désir aussi, c'est important. Oui, de sentir complètement. Et ce qui est assez fou dans ma vie, c'est que comme j'ai été en couple relativement jeune, j'ai très peu exploré ma sexualité seule en fait. La sexualité pour moi c'était forcément à deux. Et j'ai découvert ma sexualité seule ou avec un sextoy, ce qui est très très nouveau pour moi, après Noah en fait. Et vraiment j'avais l'impression d'avoir fait presque les choses à l'envers parce que finalement je m'étais jamais vraiment explorée moi-même. Et je me suis mise à découvrir ça et à découvrir tout un monde en fait. Je me suis dit mais en fait je peux me faire du bien toute seule quoi.
Et c'était genre la découverte du jour, quoi. Enfin, et je prends beaucoup de plaisir. Et ça a mis, au contraire, une valeur ajoutée à ma sexualité à 2. Ok. Et en termes de plaisir atteint, est-ce que toi, t'as observé qu'il y avait des seuils qui avaient... Mais bon, là, c'est intéressant, tu le dis déjà un peu, mais plus fort, de plus d'intensité après ton 2e accouchement? Mais carrément. Ok. Carrément. Bon, bah, c'est très intéressant. La question, c'est que j'imagine que c'est peut-être le cas souvent. Écoute, je m'y attendais pas. Je sais pas si c'est le cas souvent. En tout cas, je vois au travers de ce podcast et des femmes que tu vois, je commence à recevoir, à interviewer dans les accouchements physiologiques et ce que j'ai vécu moi-même. Alors, il y a aucune étude n'a été faite là-dessus et tout. C'est vraiment empirique. C'est dingue. Mais j'observe qu'on est toutes, quand on a accouché physiologiquement, et ça serait assez logique avec le pic d'ocytocine qu'on atteint durant l'accouchement, mais on est nombreuses à témoigner d'orgasmes de plus en plus importants après chaque naissance, un peu comme un cadeau, tu vois, la pépite, tiens, récompense. T'en as chié, mais quand même, tiens. Récompense. Ah ouais, eh ben c'est fou ce que tu dis, c'est très intéressant. Ok. Hyper. Donc voilà, c'est pour ça que je te pose cette question, parce que elle vient juste remettre une couche sur. Ok, il y a peut-être quelque chose là à aller chercher. Complètement. Et moi, je vois, j'ai jamais eu. Enfin, j'ai toujours une sexualité. Cool entre guillemets, mais bon, forcément après Théo, j'avais un peu la tête ailleurs de ça. Enfin, on faisait un peu, on le fait quoi. Et là, mais je suis en demande. J'avais jamais été en demande comme ça quoi. Et c'est chouette parce que c'est vrai que des fois, je m'étais un peu posé la question. Je dis surtout que moi, ça fait bientôt 15 ans que je suis avec mon mari quoi. Donc, on s'est exploré plein de fois. Et en fait, ça y est, il y a des nouvelles choses qui arrivent. C'est génial. On ne s'en jamais. Ah, c'est passionnant. Ok, eh bien, est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites rajouter sur après au niveau de ton business, puisque voilà, comme tu disais, être maman et aussi être chef d'entreprise à côté avec un 2e enfant. Est-ce que après ça a été encore un niveau plus de challenge? Alors, j'ai eu la chance d'avoir donc Laure, ta sœur, qui m'a rejoint dans l'aventure, et il se trouve qu'elle est arrivée au moment absolument parfait dans ma vie, dans sa demande d'association, parce que concrètement, on a commencé à s'expérimenter sur le milieu fin de ma grossesse. Et en fait, elle a pu faire une transition pendant que moi, j'étais avec Noah, puis sachant qu'on était encore confinés. Enfin, je veux dire, il y a eu une reprise qui était vraiment en douceur, parce que moi, j'avais pas eu de congé maternité en tant que tel, mais le fait d'être chez moi, parce qu'on avait fermé le lieu, forcément, c'est dans d'autres conditions. Et du coup, je me suis aussi laissée, aider, épauler, parce que j'avais quand même 2 associés au départ, ça s'est pas forcément bien passé. Il fallait que je redonne ma confiance à quelqu'un, parce que c'était pas forcément évident. Et il se trouve que, alors, on a fait les choses beaucoup plus en douceur. Pour moi, je dirais, surtout avec 2 enfants, si on n'apprend pas à déléguer, si on n'apprend pas à se faire aider, ce qui n'est pas forcément facile pour moi, parce que ceux qui suivent le Human Design Manifestor, on a tendance à foncer tout seul, avec ou qui avec même me suivent. J'y vais, quoi. Tu vois, moi, il n'y a pas de problème, j'y vais, quoi. Et c'est vrai que là, il y a un moment, c'est pas possible. Surtout que moi, j'ai pas fait des enfants juste pour faire des enfants et me casser et pas évoluer avec eux, sachant que pour moi, c'est mes plus grands maîtres, c'est mes plus grands apprentissages. Et au final, là, avec 4 ans de recul, parce que le plus grand a 4 ans, c'est pas mon job le plus difficile. Hein. Clairement, pour moi, c'est être parent, qui sera le job le plus challengeant de toute ma vie, et le plus beau et le plus riche d'apprentissage aussi. Et il se trouve que du coup, par la suite, j'ai accepté de me faire aider, j'ai accepté aussi de confier d'une certaine manière mon autre bébé entrepreneurial à Laure, qui a du coup été sur place sans moi tout le mois de septembre, et puis progressivement on and off, parce que il y avait ouverture, fermeture, enfin c'était un peu du grand n'importe quoi. Et puis on a continué à développer. Alors quand même, je travaillais de chez moi, mais moi il m'est arrivé le nombre de siestes que j'ai fait avec Noah en portage sur moi, vraiment allongé. Moi j'étais Pardon, je suis en train de faire le geste, mais bon, nous sommes en podcast. Je m'allongeais un petit peu en position semi-allongée, et puis j'avais mon ordinateur, puis je bossais. Et Noah, il a fait un nombre incalculable de siestes sur moi. On a beaucoup dormi ensemble. Noah, c'est affreux le nombre de nuits que j'ai fait.
c'est bébé avec lui. C'est ça qui est super intéressant aussi dans ton expérience, c'est comment tu as associé les deux et comment tu l'associes aujourd'hui. Parce qu'il me semble qu'il y a encore des jours que tu consacres pleinement à tes enfants dans ta semaine. Ouais, alors je peux encore m'améliorer parce que moi depuis le début même que j'ai Théo, depuis le début, le mercredi j'avais dit je bosse le matin, il est gardé le matin et l'après-midi je suis avec Théo au début, puis après avec Théo et Noah. Et en fait dans les faits, pendant longtemps, et des fois, je suis pas encore un modèle, le mercredi était ma journée marathon parce que j'essayais d'en faire le maximum le matin, en mode je me mettais une pression pas possible. Et puis dès qu'il y avait un petit moment de sieste, je me ruais sur mes dossiers et mes mails. Puis en plus, je précise quand même, c'est une passion. Enfin, je veux dire, je travaille pas en fait. Enfin, c'est bien ça sûr, il y a le quand même plus... la partie, il y a une partie administrative pas super fun, mais globalement j'aime ce que je fais. Donc c'est pas genre je me rue à faire un truc où je me fais du mal, non, pas du tout. Donc c'était très compliqué parce qu'en fait je me mettais avec lui, mais tout en ayant quand même essayant de faire 2-3 trucs en parallèle. Et en fait, clairement pour moi, ça faut que j'arrête définitivement parce que ça me bouffe en énergie, pas possible, parce que au final je fais pas très bien les choses avec mes fils maintenant, et puis je fais pas forcément très bien les choses non plus, parce que quand on fait j'ai une grosse capacité à faire plein de choses en même temps, mais quand même c'est pas simple, enfin c'est simple pour personne. Donc là j'ai vraiment justement une résolution là, et puis j'y arrive de mieux en mieux à vraiment, quand j'ai décidé j'arrête quoi. Mais c'est vraiment pas évident, surtout que moi j'ai les appels aussi du centre qui m'arrivent directement sur mon portable. Donc j'ai aussi décidé de pas prendre des appels, et quand on est entrepreneur, des fois on se dit mais si c'est le contrat du siècle auquel je réponds pas. Et après j'ai appris aussi que tout est juste, donc vaste sujet. Ouais. Et oui, d'apprendre moi aussi c'est un chemin de mettre mon téléphone en silencieux quand j'arrive à la maison pour être pleinement ici disponible et ouais. Donc voilà, c'est pas évident, mais j'ai appris à me dire aussi je fais de mon mieux. Et puis de plus en plus, vraiment, quand je suis avec mes enfants, je suis avec vraiment mes enfants, comme tu le dis. Et mais c'est vraiment pas simple, parce que c'est pas parce qu'on le décide que d'un coup on claque des doigts et puis ça se fait facilement. Non, c'est pas simple. Encore une fois, moi j'ai ce que j'appelle un business de cœur et d'intuition. Je suis pas une machine qu'on coupe et que d'un coup c'est off parce que je suis au contact de mes enfants. Non, parce que j'aime ça aussi. Et d'ailleurs, je suis vraiment pleine de gratitude de m'être écoutée jusqu'au bout, de faire tout ce chemin, parce que ce chemin d'entrepreneurial de l'outil, ça a été aussi un chemin de développement personnel de moi, parce que je fais plein d'ateliers en tant que participante aussi. J'ai reçu beaucoup de choses pour mon propre développement intérieur, et aujourd'hui j'ai beaucoup de gratitude parce que mon premier Théo, il a un TSA, donc il a un trouble du spectre de l'autisme qu'on a découvert progressivement. Alors il n'est pas encore complètement avéré parce qu'il a 4 ans, donc il faut encore faire des examens et tout, mais il y a une grosse tendance déjà avec une neuropsychologue qui a mis déjà des mots, etc. Et on l'emmène chez l'orthophoniste depuis déjà ça fait plus d'1 an maintenant, tous les jeudis, donc jeudi matin. Donc ça aussi, il fallait l'intégrer dans mon emploi du temps, parce que à 10h30 le jeudi. Donc, et ta matinée, elle est foutue. Voilà, donc du coup c'est un peu la course, mais je suis vraiment heureuse parce qu'aujourd'hui, je pense que avec mon mari, on gère de la façon la plus saine pour tout le monde ce qui se passe, parce que c'est pas toujours évident. Et si je m'étais pas écoutée, si je n'avais pas pris soin de moi, si j'avais pas fait tout ce parcours d'introspection et de me dire oui pleinement, même professionnellement, je suis pas sûre que je serais une meilleure maman que ce que je suis aujourd'hui, notamment aussi avec cette particularité qu'a mon fils et qui est très enrichissante, parce qu'il me montre à quel point ce que ça veut dire être et se dire oui dans sa globalité, parce que Théo, quand c'est oui pleinement, quand c'est non pleinement. Alors ça va avec son lot de catastrophes à gérer, de crises. Encore ce matin, il voulait que je le porte sur mes épaules pour aller à l'école.
là c'était pas ok pour moi de faire le trajet avec lui sur mes épaules, et ça a été une crise pas possible parce que c'est non pour lui, mais c'est un non franc quoi, et du coup ça vient me challenger sur mettre mes limites à moi, mon positionnement, savoir ce qui est ok, pas ok, et puis ce qui est ok aussi de temps en temps je lui dis maman elle est en colère, maman elle est là, maman elle est triste, et de mettre des mots là-dessus et de montrer que je suis juste un être humain en fait, et que je suis pas là moi j'ai essayé à peu près l'espace de quelques mois de tenter la mère parfaite. J'ai vite vu que on a tous testé l'expérience, faut le vivre. J'ai vite lâché l'affaire, surtout que finalement ça n'a aucune valeur ajoutée ni pour moi ni pour lui. Et puis pour Noah qui est, on va dire, plus il est un peu plus petit Bouddha, même si il nous fait vivre des montagnes russes plutôt la nuit, lui. La journée, il est plutôt super cool, super gentil. La nuit, c'est un peu plus compliqué. Et en fait, le cumul des deux m'a aussi amené dans mes retranchements, dans mes limites. Et moi, j'en avais besoin parce que j'ai quand même beaucoup d'énergie. C'est comme si la vie m'avait dit, bon, allez, celle-là, on va lui mettre 2 qui la mettent bien KO et qu'on va lui apprendre à se reposer. Et j'ai appris, en fait, que la valeur du sommeil, la valeur du repos, la valeur d'apprendre à dire stop. Et je pense que si j'avais pas eu ces 2 gremlins là dans ma vie qui me challenge, qui me poussent des fois à bout, j'aurais peut-être continué à me faire d'une certaine manière du mal sans m'en rendre compte pendant longtemps. Et là, je commence à ces dernières vacances, on a vraiment pris le temps de se poser, de se reposer, de se déposer. Enfin, c'était vraiment un moment, sans eux, je sais pas si je l'aurais expérimenté. C'est vraiment dans ce que tu dis. Moi, ce que je retiens, c'est aussi l'importance dans le devenir parent. Déjà, on nous enseigne pas à devenir parent. Non. Mais dans ce parcours, la priorité, c'est vraiment nous aussi. Ah complètement. Si nous, on va mal, eux vont mal. Donc, vraiment être dans de plus en plus de connaissance de soi, ne pas lâcher ça. Et tu l'as dit en début d'émission, et je trouve ça très intéressant, dans le chemin de devenir parent, c'est un vrai chemin de connexion à soi. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de parents, de mamans qui se perdent parfois dans la maternité, parce que si t'as pas fait ce travail de connexion à toi-même, l'enfant, lui, il va t'emmener là où il a décidé, entre guillemets. Enfin, je veux dire, même dans des endroits, dans des retranchements où c'est pas du tout juste pour toi. Et tu rentres dans une sorte de maltraitance envers toi-même. Quoi. Complètement. Et puis, moi, j'ai 2 choses qui me viennent. La première, souvent je repense à ce qu'on nous dit quand on prend l'avion, si les masques à oxygène tombent, qu'est-ce qu'on nous apprend tout de suite? C'est non, on ne met pas le masque à oxygène d'abord à l'enfant, on le met à soi pour pouvoir être là et s'occuper correctement de l'enfant, parce que ça rime à quoi? De se mettre en panique, d'essayer de le mettre au petit, puis si on s'effondre, c'est pas le petit qui va sortir tout seul. Donc pour moi ça a été un truc hyper marquant, cette image, j'essaye de jamais l'oublier, parce que en fait puis on vit avec son enfant, c'est pour la vie, donc ça sert à rien de se cramer dès le début. Et la deuxième chose aussi, c'est que moi, tout ce parcours de connexion à mon être et d'accueil de ce que je suis et que j'invite, c'est ce que je fais, la baseline de l'outil, c'est offrez-vous ce que vous êtes, m'a amené aussi clairement à accueillir. Mais alors, moi, j'ai eu aucun problème à accueillir que mon fils avait un TSA, quoi. Et pourtant, je dirais, il y a plein, c'est normal, c'est humain de se dire, oh mon Dieu, oh là là, d'accord, quoi. Il est autiste, quoi. Et il y a plein, je veux dire, ça a été beaucoup plus dur d'ailleurs pour mon mari. Et moi, j'étais en mode, en fait, c'est quoi le problème, quoi? Il est comme il est, enfin, il est, point. Ouais, voilà. Et du coup, je suis pas du tout dans, il va falloir le changer, il va falloir lui apprendre plein de trucs pour essayer qu'il rentre bien dans le moule et qu'il fasse bien comme... Non, en fait, et ce qui est génial, c'est que c'est... Le fait de l'aborder comme ça, en fait, l'équipe aujourd'hui de son école, c'est vraiment adapté à lui, en fait. Et c'est magique parce qu'au final, on va certainement lui faire avoir un petit tipi, un bureau spécialement pour lui et tout, pour qu'il se sente bien. Et au final, on était ressortis d'une réunion où j'avais une énorme gratitude parce que j'étais en mode, en fait, mon fils va peut-être être le mieux loti de la classe parce qu'il va avoir exactement ce qu'il veut. Ce dont il a besoin. Et oui.
Et voilà, et en fait, pour moi, je me dis, mais les autres qui ont pas l'étiquette différent, entre guillemets, mais ils sont moins bien lotis parce qu'au final, c'est eux qui sont en train de s'adapter au système. Et mon fils, moi, je sais que c'est une petite âme qui est bien courageuse parce qu'il est là pour nous faire bouger, pour faire bouger les lignes, pour réinventer un petit peu aussi le fonctionnement du système. Et moi, voilà, j'ai dit, pour moi, c'est comme ça qu'on devrait avancer, c'est pas l'inverse. Bien sûr. Ça n'a pas de sens, en fait. Les accompagner, quoi. Bah ouais. Et puis qui nous montrent ce dont ils ont besoin aussi, parce que chacun est unique. Et c'est là où c'est magique, parce que comme ça, plus tôt on se met à sa juste place, plus on enrichit l'autre aussi. Hein. Parce que c'est ça, moi, mon fils, quand vraiment on le laisse exprimer qui il est et tout, il nous montre des choses magiques de la vie, en fait, qu'on voit pas avec un enfant qui a un autre fonctionnement. Donc voilà. Magie de la vie. Oui. Passionnant. Merci beaucoup Audrey de ton témoignage, de toute la richesse de ce que tu nous as partagé aujourd'hui. C'était une émission dense, il y a plein d'informations qui auraient mérité même plein de podcasts. Mais finalement, on se voit pas tous les jours, donc c'est super chouette d'avoir pris ce temps. Un grand merci de rendre ça partagé au plus grand nombre, en fait, au monde, parce que voilà, on est qui on est, on a tous nos défis, et c'est vrai que la parentalité, il y a trop de tabous, de non-dits, de fausses perfections, où en fait derrière on vit tous des gros défis. Et donc merci franchement pour ton initiative de Mama Libré, parce que je pense qu'on a besoin de ça aujourd'hui, quoi. Merci, à très bientôt. À bientôt.